Le berceau de la civilisation. Une introduction à la Mésopotamie. La Mésopotamie, surnommée le berceau de la civilisation, était une région historique située entre le Tigre et l'Euphrate, correspondant à l'Irak actuel et à certaines parties de la Syrie, de la Turquie et de l'Iran. Cette région est largement reconnue comme le berceau de nombreuses premières évolutions sociales humaines, telles que la formation des villes, l'écriture, les gouvernements centralisés, les codes juridiques et les religions organisées. Le nom Mésopotamie vient du grec méso, milieu et potamos, fleuve, désignant la terre entre les fleuves. La géographie mésopotamienne, avec ses sols alluviaux fertiles et son approvisionnement constant en eau, était idéale pour l'essor de l'agriculture. Ce fondement a permis la croissance de communautés sédentaires qui ont donné naissance à des cités complexes telles que Uruk, Ur, Lagash et Eridu. La civilisation sumérienne, la plus ancienne connue dans cette région, a développé des cités, États autonomes. Elle a également créé l'écriture cunéiforme, l'une des premières formes d'écriture, initialement utilisée pour la tenue des registres, puis élargie à la littérature, au droit et à l'administration. Les Sumériens ont également réalisé d'importantes avancées en mathématiques, en astronomie et en architecture, comme les ziggourats, de grands temples à degrés. Avec le déclin sumérien, de nouvelles puissances ont émergé, comme l'empire akkadien fondé par Sargon d'Akkad, considéré comme le premier empire du monde. Plus tard, la troisième dynastie d'Ur est apparue, puis la période paléo-babylonienne sous Hammurabi, et plus tard les empires assyriens et néo-babyloniens. Chacun de ces gouvernements a enrichi la culture, la technologie et l'organisation politique de la région. Hammurabi est célèbre pour son code juridique, l'un des premiers exemples de loi codifiée. Grâce à ses systèmes juridiques et administratifs, la Mésopotamie a laissé une empreinte durable sur les civilisations du Proche-Orient ancien. La région a connu des progrès notables en matière d'irrigation, de métallurgie et de commerce, ainsi que l'utilisation généralisée de l'écriture cunéiforme pour préserver les contrats, les lois et les transactions économiques. La religion était au cœur de la vie mésopotamienne. Chaque cité-État avait une divinité protectrice, et les temples servaient de centres religieux, économiques et politiques. Le panthéon mésopotamien comprenait des dieux qui représentaient les forces naturelles et sociales. Les pratiques religieuses comprenaient des rituels, des offrandes et des méthodes de divination, reflétant le lien profond entre religion et gouvernement. La société était stratifiée, une élite dirigeante, des prêtres et des scribes, des artisans, des ouvriers et des esclaves. Les lois reflétaient cette hiérarchie sociale, avec des contrats détaillés et des règles de propriété consignées sur des tablettes d'argile. L'organisation économique reposait également sur cette structure, avec des rôles définis pour chaque groupe. L'histoire de la Mésopotamie a été marquée par des conflits incessants autour des ressources, des frontières et du pouvoir. De plus, des défis environnementaux tels que la salinisation des sols et la modification du lit des rivières ont affecté la stabilité agricole et contribué à l'essor et au déclin de ces centres urbains. Malgré cela, sa culture a fait preuve d'une remarquable continuité au fil des millénaires, préservant des éléments fondamentaux d'organisation et de tradition. Les découvertes archéologiques telles que des milliers de tablettes cunéiformes et de structures monumentales ont permis d'obtenir un aperçu détaillé de la vie quotidienne, de la religion, de l'économie et du gouvernement mésopotamien. Grâce aux échanges commerciaux et culturels, l'héritage mésopotamien s'est propagé à d'autres régions comme le Levant, l'Anatolie et le plateau perse. Au fil du temps, la Mésopotamie tomba sous l'influence de puissances extérieures telles que les Perses, les Grecs et les Romains. Bien qu'elle ait progressivement disparu en tant que civilisation distincte, son héritage perdura. Ses contributions en matière d'écriture, de droit, d'urbanisme et de gouvernement influencèrent les cultures ultérieures et continuent de faire l'objet d'études universitaires. La Mésopotamie est remarquable non seulement par son ancienneté, mais aussi par la profondeur et la continuité de ses innovations. Figurant parmi les premiers foyers d'activité humaine organisée, elle offre un aperçu unique du processus par lequel les sociétés ont évolué, des communautés préhistoriques aux États complexes dotés d'institutions formelles
et d'une culture écrite. Les premières colonies. L'essor de Sumer. L'essor de Sumer marque l'un des premiers exemples connus d'implantation humaine organisée et de développement social. Situé au sud de la Mésopotamie, dans l'actuel sud de l'Irak, Sumer est devenu un ensemble de cités, États à la fin du IVe et au début du IIIe millénaire avant J.C. Ces cités, États, Ur, Uruk, Lagash, Eridu et Nippur, ont jeté les bases de l'une des premières civilisations complexes. La région était composée de plaines plates et arides bordées par le Tigre et l'Euphrate, dont les eaux permettaient l'agriculture irriguée. Cette agriculture a favorisé la croissance démographique et la stabilité des peuplements. Le développement des systèmes d'irrigation a nécessité un travail collectif et une supervision, favorisant la formation d'une autorité centralisée et de structures gouvernementales. Les excédents agricoles ont permis à une partie de la population de se consacrer à d'autres activités. Cette diversification du travail a donné naissance à des professions spécialisées telles qu'artisans, marchands, prêtres et administrateurs. À leur tour, ces excédents ont facilité l'émergence de réseaux commerciaux qui ont atteint des régions comme l'Anatolie, le plateau iranien et la vallée de l'Indus. Les Sumériens échangeaient des céréales, des textiles et des objets artisanaux contre des matières premières rares dans leur région, comme le bois, la pierre et les métaux. L'administration nécessaire à la gestion du commerce, de l'agriculture et du gouvernement a favorisé le développement de l'écriture. L'écriture cunéiforme, la plus ancienne écriture connue, est apparue à Sumer vers 3200 av. J.C. À l'origine, c'était un système de comptabilité et de tenue de registre, mais elle a évolué vers des textes religieux, juridiques et littéraires. Cette écriture était réalisée au stylet sur des tablettes d'argile et était conservée par des scribes formés dans des institutions associées à des temples ou des palais. Les temples jouaient un rôle crucial en tant que centre religieux, économique et administratif. Une structure emblématique de ces temples était la ziggoura, un édifice à gradins dédié aux divinités censées protéger la ville. Chaque cité, État avait une divinité protectrice et les pratiques religieuses étaient étroitement liées au pouvoir politique. Les rois revendiquaient souvent une autorité divine ou des fonctions sacerdotales pour légitimer leur règne. Le paysage politique sumérien était marqué par l'indépendance de chaque cité-État, ce qui donnait fréquemment lieu à des conflits pour le contrôle des terres et des eaux. La guerre et la diplomatie étaient courantes, et le pouvoir hégémonique oscillait entre différentes cités au fil du temps. Cependant, elles partageaient une culture et une langue qui leur conféraient un sentiment d'identité commune. Sumer fut également à l'origine d'importantes innovations technologiques, telles que la roue et la charrue, qui révolutionnèrent respectivement les transports et l'agriculture. Ces outils dynamisèrent l'économie et le développement urbain. Des objets tels que des sous-cylindres, des céramiques et des sculptures témoignent d'une société vouée à l'artisanat, tant pratique que cérémonielle. Des pratiques funéraires complexes et des tombes révèlent des croyances en l'au-delà et une structure sociale hiérarchisée fondée sur la richesse et le statut. La littérature sumérienne, avec des œuvres telles que l'épopée de Gilgamesh, représente l'une des premières expressions de la pensée philosophique et existentielle. Ces textes, en écriture cunéiforme, offrent de précieuses informations sur les valeurs, les peurs et la vision du monde des premières sociétés urbaines. Le déclin de Sumer commença vers la fin du IIIe millénaire av. J.C. en raison de conflits internes, de la dégradation de l'environnement et des incursions de peuples comme les Akkadiens puis les Amorites. Au début du deuxième millénaire av. J.C. la puissance sumérienne déclina, remplacée par des empires émergents comme Akkad et Babylone. Cependant, l'héritage sumérien en matière d'écriture, de droit, d'organisation sociale et de vie urbaine perdura dans les civilisations mésopotamiennes ultérieures. Sumer représente une étape décisive dans l'histoire de l'humanité. La transition d'une vie nomade à une culture urbaine, sédentaire et organisée, soutenue par l'agriculture, le commerce et une autorité centralisée. Son influence a profondément marqué le développement de la civilisation. Société et culture sumérienne. La société et la culture sumérienne prospérèrent dans le sud de la Mésopotamie au IVe millénaire av. J.C., ce qui en fit l'une des premières civilisations organisées.
La population était structurée hiérarchiquement en classes sociales distinctes. Au sommet se trouvaient les rois et les hauts fonctionnaires qui exerçaient l'autorité politique et religieuse. Juste en dessous d'eux se trouvaient les prêtres, chargés du maintien des institutions religieuses qui dominaient la vie urbaine. Les scribes, les artisans, les marchands et les agriculteurs constituaient les classes moyennes. À la base de la pyramide sociale se trouvaient les ouvriers et les esclaves qui effectuaient les travaux agricoles, la construction et autres travaux physiques. Cette structure sociale était étroitement liée aux temples et aux palais qui contrôlaient la terre, les ressources et la main-d'œuvre. Les cités sumériennes telles qu'Ur, Uruk et Lagash se distinguaient par leurs centres économiques, religieux et administratifs. Elles s'organisaient autour de grands temples à gradins, appelés ziggourats, censés abriter les divinités protectrices de chaque cité. Ces temples n'avaient pas seulement des fonctions religieuses, mais étaient aussi des pôles économiques où étaient stockés les produits, organiser le travail et gérer les échanges commerciaux. La religion occupait une place centrale dans la vie quotidienne. Les Sumériens vénéraient un panthéon de dieux qui gouvernait les forces naturelles et sociales. Offrandes, rituels et cérémonies étaient pratiqués pour obtenir la faveur divine. Chaque ville avait sa propre divinité protectrice et son bien-être était lié à la volonté des dieux. Les prêtres, considérés comme des intermédiaires entre les dieux et le peuple, supervisaient le culte et le fonctionnement des temples. L'invention de l'écriture cunéiforme, initialement créée pour consigner les transactions économiques, les questions administratives et les lois, constitua une avancée culturelle cruciale. Au fil du temps, elle fut également utilisée pour les textes littéraires et religieux. Les scribes, formés dans des écoles spécialisées, jouaient un rôle fondamental dans l'administration des temples et des palais. L'écriture était réservée à un petit groupe, généralement des hommes issus de familles aisées. L'éducation se concentrait sur la formation des scribes, avec un apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et de la mémorisation des textes juridiques et religieux. Les Sumériens ont également réalisé d'importantes avancées scientifiques. En mathématiques et en astronomie, ils ont développé un système de numération sexagésimale, base 60, et divisé l'année en 12 mois. Ils ont créé des méthodes de mesure du temps, des terres et des biens influençant les pratiques mathématiques des civilisations ultérieures. L'art et l'architecture étaient des aspects importants de leur culture. Les artisans produisaient des objets en argile, en pierre et en métal, tels que des poteries, des statues et des seaux-cylindres, souvent à des fins religieuses ou administratives. L'architecture sumérienne utilisait principalement l'adobe, et les bâtiments publics comprenaient des temples, des palais et des remparts. L'élément le plus caractéristique était la ziggoura, une structure à gradins menant à un sanctuaire au sommet. L'économie sumérienne reposait sur l'agriculture, soutenue par un système d'irrigation permettant la culture de l'orge, du blé, des dattes et d'autres denrées alimentaires. Les excédents agricoles facilitaient les échanges avec les régions voisines comme l'Anatolie, le plateau iranien et la vallée de l'Indus. Les biens échangés comprenaient des céréales, des textiles et des produits manufacturés contre des matières premières comme le bois, le cuivre et les pierres précieuses. Les Sumériens ont également développé des systèmes juridiques pour réguler la vie sociale et économique. Des codes ont été rédigés pour régir des questions telles que la propriété, les contrats, le travail, le mariage et l'héritage. Les sanctions variaient selon la classe sociale et l'infraction. Ces codes étaient appliqués par des fonctionnaires sous l'autorité du roi. La vie familiale était patriarcale. Les hommes exerçaient l'autorité dans les affaires domestiques et publiques, tandis que les femmes effectuaient les tâches ménagères et participaient aux activités commerciales. Certaines femmes pouvaient être prêtresses ou employées de temple. Le mariage était une institution formelle et contractuelle. La littérature sumérienne comprenait des hymnes, des mythes et des prières. L'épopée de Gilgamesh, c'est l'un des textes les plus anciens, abordant des thèmes tels que la royauté, la mort et le divin. Cet héritage révèle une société complexe, soucieuse de l'ordre, de la continuité et de la relation entre humains et Dieu. Son influence a perduré dans les civilisations mésopotamiennes ultérieures. L'épopée de Gilgamesh, littérature et héritage.
L'épopée de Gilgamesh est l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues et trouve son origine dans l'ancienne Mésopotamie, plus précisément dans la tradition sumérienne. Sa composition s'est déroulée en plusieurs étapes sur une longue période, commençant par des récits oraux en sumérien au cours du 3e millénaire Av, J.C. Ces récits ont ensuite été compilés et transcrits en akkadien au début du 2e millénaire Ave, J.C. La version la plus complète du texte a été retrouvée dans la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive et date du 7e siècle, Av, J.C. L'épopée raconte l'histoire de Gilgamesh, roi historique d'Uruk, qui fut plus tard mythifié comme un personnage d'une grande force et d'une grande sagesse. Le récit présente une série d'événements au cours desquels Gilgamesh se lie d'amitié avec Enkidu, un homme sauvage créé par les dieux pour le défier. Après une confrontation, ils deviennent compagnons et entreprennent des quêtes dangereuses, dont le meurtre du gardien Umbaba et celui du taureau céleste. En guise de punition, les dieux décrètent la mort d'Enkidu. Gilgamesh, profondément affecté par la perte de son ami, se lance dans une quête pour comprendre le sens de la vie et atteindre l'immortalité. Son voyage le mène à Utnapishtim, un survivant d'un grand déluge à qui les dieux ont accordé la vie éternelle. Gilgamesh apprend que l'immortalité est réservée aux dieux et que les humains doivent accepter la mortalité. L'épopée s'achève par le retour de Gilgamesh à Uruk, où il comprend la valeur des réalisations humaines et l'héritage durable de la civilisation. Le texte explore des thèmes tels que l'amitié, la nature de l'humanité, l'inéluctabilité de la mort et la quête de sens. Il reflète les préoccupations présentes dans les premières sociétés urbaines concernant le leadership, la justice et la relation entre les humains et le divin. Le langage de l'épopée est formel et cérémoniel, typique des textes littéraires et religieux de l'époque. Sa structure poétique comprend des phrases répétées et des formules courantes dans la tradition orale. L'épopée de Gilgamesh fut écrite en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile et circula largement en Mésopotamie. Des variantes de ce récit ont existé selon les régions et ont été traduites dans plusieurs langues anciennes, comme le hittite et le hourite. La préservation de l'épopée au fil des siècles témoigne de son importance culturelle. Bien que Gilgamesh fût un personnage historique, le récit qui l'entoure est romancé et remplit une fonction symbolique. Le récit du déluge dans l'épopée ressemble beaucoup à des récits ultérieurs d'autres traditions, comme le récit biblique de Noé, suggérant une mémoire culturelle partagée ou une source commune au Proche-Orient ancien. L'héritage de l'épopée de Gilgamesh dépasse son contexte culturel immédiat. C'est un document essentiel pour comprendre le développement de la littérature, de la mythologie et de l'introspection humaine. Le texte offre un aperçu des premières conceptions de l'héroïsme, de la royauté et de la pensée existentielle. Il illustre également comment les sociétés antiques utilisaient le récit pour transmettre des leçons morales, des valeurs sociales et des croyances cosmologiques. La redécouverte de l'épopée au XIXe siècle a contribué à la compréhension moderne de l'histoire et de la littérature mésopotamienne. Elle a démontré la sophistication littéraire des premières civilisations et remis en question les hypothèses sur les origines du récit écrit. Les traductions et interprétations savantes de l'épopée ont permis son étude dans diverses disciplines académiques, notamment l'histoire, la littérature, les sciences religieuses et la philosophie. La pertinence durable de l'épopée de Gilgamesh réside dans son examen des préoccupations humaines universelles. Elle continue d'être étudiée dans les établissements d'enseignement et a influencé la littérature et la pensée moderne. L'accent mis par le récit sur les limites du pouvoir humain, l'acceptation de la mortalité et la valeur de la camaraderie restent d'une grande actualité. Malgré ses origines anciennes, les thèmes qu'elle aborde sont toujours considérés comme importants. En tant qu'objet culturel, l'épopée de Gilgamesh représente les réalisations intellectuelles et littéraires de la civilisation mésopotamienne primitive. Sa préservation et son étude continue contribuent à une meilleure compréhension de l'expérience humaine et au développement des premières traditions narratives. Empire akkadien. Sargon le Grand. L'empire d'Akkad fut le premier empire connu de l'histoire mésopotamienne et est étroitement lié au règne de Sargon le Grand. Sargon fonda l'empire d'Akkad vers 2334 Av, J.C., après avoir vaincu les cités
États sumériennes et les avoir unifiés sous son règne. Avant son ascension, la Mésopotamie était une région de cités, États indépendantes souvent engagés dans des guerres locales. Sargon naquit de la ville d'Akkad, bien que sa localisation exacte reste incertaine pour les érudits modernes. D'après des inscriptions ultérieures, Sargon débuta sa carrière comme échanson du roi de Kish, un poste qui lui conférait probablement une influence politique et une expérience militaire. Il finit par renverser son dirigeant et étendit son pouvoir à toute la Mésopotamie grâce à une série de campagnes militaires. Sargon s'empara de territoires s'étendant du golfe Persique à la mer Méditerranée, créant ainsi un empire englobant Sumer, Akkad et une partie du nord de la Mésopotamie. Il établit une administration centralisée et nomma des fonctionnaires loyaux pour gouverner des régions éloignées. Ces fonctionnaires étaient chargés de collecter le tribut, de maintenir l'ordre et de faire respecter l'autorité du roi. L'administration de Sargon reposait sur l'akkadien, une langue sémitique qui devint la langue officielle de l'Empire et remplaça progressivement le sumérien dans les contextes administratifs et littéraires. La diffusion de la langue et de l'écriture akkadienne contribua à l'intégration culturelle de diverses régions. Sargon maintint le contrôle de son empire grâce à une combinaison de forces militaires, d'alliances stratégiques et d'organisations administratives. Il établit des garnisons dans des lieux clés et inspecta régulièrement les gouverneurs de province. L'infrastructure de l'Empire comprenait des routes et des systèmes de communication permettant la circulation des troupes et des informations. L'économie de l'Empire reposait sur l'agriculture, le commerce et le tribut des territoires conquis. Sargon favorisa le commerce avec les régions voisines et s'assura l'accès à des ressources essentielles telles que les métaux, le bois et la pierre. Son règne marqua le début de l'essor du commerce longue distance en Mésopotamie. L'autorité religieuse joua un rôle important dans la légitimation du règne de Sargon. Il revendiquait le soutien divin et était associé à la déesse Ishtar. Les temples bénéficiaient du patronage royal et étaient des centres de culte et d'activité économique. L'utilisation de l'imagerie religieuse par Sargon renforça sa position de souverain divinement reconnu. L'Empire akkadien influença également l'art et l'architecture. Reliefs, inscriptions et statues de l'époque représentent le roi dans des rôles militaires et cérémoniels. Ces œuvres servaient à des fins de propagande et transmettaient des messages d'autorité et de stabilité royale. L'Empire maintint son pouvoir sous les règnes des successeurs de Sargon, notamment ses fils Rimouche et Manishtushu, et son petit-fils Naram-Sin. Naram-Sin se proclama dieu et poursuivit ses campagnes militaires pour étendre l'Empire. Sous son règne, l'Empire atteignit son apogée territorial. Cependant, l'instabilité interne et les pressions extérieures finirent par affaiblir l'État akkadien. Des facteurs environnementaux tels que la sécheresse et le déclin de la productivité agricole pourraient avoir contribué au déclin de l'Empire. Les rébellions et les invasions des tribus montagnardes, connues sous le nom de Gutiens, déstabilisèrent davantage la région. À la fin du 3e millénaire avant J.C., l'Empire akkadien s'était fragmenté et l'autorité centrale s'était effondrée. Malgré sa chute, l'Empire akkadien a marqué durablement l'histoire de la Mésopotamie. Il a établi un précédent pour le régime impérial et influencé les systèmes politiques et administratifs des États ultérieurs. L'usage de l'akkadien comme langue véhiculaire s'est perpétué en Mésopotamie pendant des siècles et l'héritage de l'Empire a été immortalisé dans des textes historiques et littéraires ultérieurs. Sargon le Grand est devenu une figure légendaire de la tradition mésopotamienne et a souvent été cité comme un modèle idéal de royauté. Leur réalisation en matière d'unification, de gouvernance et de développement culturel marque un chapitre important de l'histoire des premières civilisations. L'établissement de l'Empire akkadien sous Sargon représente la transition d'une organisation de cité, État à une structure impériale et a contribué à façonner les normes politiques et culturelles du Proche-Orient ancien, la chute d'Akkad et l'invasion gutiane. La chute de l'Empire akkadien et l'invasion gutienne marquent une période de fragmentation politique et de bouleversements sociaux dans l'histoire de la Mésopotamie antique. L'Empire akkadien, fondé par Sargon le Grand vers 2334 av. G.C. connut plusieurs générations de règne centralisé avant d'entamer son déclin à la fin du 3e millénaire av. J.C.
Après les règnes des fils de Sargon, Rimouche et Manishtushu, l'empire atteignit son apogée sous le règne de Naram-Sin, son petit-fils. Ce dernier se proclama Dieu et maintint son contrôle par des campagnes militaires et une supervision administrative. Cependant, des difficultés internes et des pressions externes commencèrent à affaiblir l'empire. Après la mort de Naram-Sin, son successeur, Sharkali-Shari, peina à maintenir son unité et fit face à des difficultés croissantes, notamment des révoltes et des attaques de groupes voisins. L'un des principaux facteurs contribuant au déclin d'Akkad fut le stress environnemental. Des preuves archéologiques et climatologiques suggèrent qu'une période de sécheresse prolongée affecta la région à cette époque. La réduction des précipitations a entraîné une baisse de la productivité agricole, des pénuries alimentaires et une pression sur les économies locales. Ces conditions ont probablement contribué au déplacement de population et à l'intensification de la concurrence pour les ressources. L'affaiblissement de l'autorité centrale a permis aux gouverneurs régionaux et aux dirigeants locaux d'affirmer une plus grande indépendance. Les archives administratives de la fin de la période akkadienne montrent des signes de désordre et une collecte irrégulière des tribus, témoignant de l'érosion du contrôle centralisé. Outre les facteurs environnementaux et la fragmentation interne, l'invasion des Gutiens a directement influencé l'effondrement de l'empire akkadien. Les Gutiens étaient un groupe originaire des monts Zagros, au nord-est de la Mésopotamie. Ils ont commencé à s'implanter en territoire akkadien à la fin du 3e millénaire Av. J.C. Les descriptions des Gutiens dans les textes sumériens ultérieurs les décrivent comme incivilisés et destructeurs, bien que ces récits puissent refléter un parti pris politique plutôt qu'une observation objective. Les Gutiens n'ont pas établi de gouvernement centralisé comparable au modèle akkadien. Au contraire, leur présence a perturbé les structures administratives et économiques établies. Les perturbations causées par leurs raids ont déstabilisé davantage la région. Les cités akkadiennes connurent un déclin de l'activité de construction, une réduction du commerce à longue distance et l'effondrement de la tenue des registres officiels. Les Gutiens semblent avoir régné sur certaines parties de la Mésopotamie pendant plusieurs décennies, bien que leur contrôle fût probablement limité et inégal. La période de domination des Gutiens est mal documentée par rapport aux périodes antérieures et ultérieures, ce qui crée des lacunes dans les archives historiques. Les connaissances actuelles suggèrent une période de désunion politique et de déclin économique. Les centres urbains se rétrécirent et les projets de construction monumentaux cessèrent en grande partie. La domination des Gutiens fut finalement contestée par les cités, États sumériennes cherchant à restaurer leur autonomie locale. L'un des personnages clés du renouveau du pouvoir sumérien fut Utuangal-Duruk, qui vainquit le souverain gutien Tirigan vers 2100 Av. J.C. Cette victoire marqua la fin de la domination des Gutiens dans le sud de la Mésopotamie. Après l'expulsion des Gutiens, la renaissance sumérienne débuta sous la conduite de la 3e dynastie d'Ur, également connue sous le nom d'Ur III. Cette nouvelle période de consolidation rétablit l'administration centrale, raviva la culture sumérienne et favorisa la reprise économique. La chute d'Akkad et l'invasion gutienne illustrent la vulnérabilité des premiers empires aux menaces environnementales et extérieures. Le déclin de l'empire akkadien n'a pas entraîné l'effondrement total de la civilisation urbaine, mais plutôt une phase temporaire de décentralisation et une réduction des capacités de l'État. Les événements entourant la chute d'Akkad sont restés dans la littérature mésopotamienne ultérieure comme un récit édifiant sur les conséquences du désordre et de l'impiété. Bien que la structure politique akkadienne ait pris fin, nombre de ses pratiques administratives, normes culturelles et apports linguistiques ont perduré dans les sociétés mésopotamiennes ultérieures. La transition de la période akkadienne à l'ère post-guétienne représente un schéma cyclique de centralisation et de fragmentation qui a caractérisé une grande partie de l'histoire de la Mésopotamie antique. L'héritage d'Akkad est resté influent même après sa chute, et les défis auxquels il a été confronté ont fourni d'importantes leçons aux dirigeants qui lui ont succédé. L'essor dur. La renaissance néo-sumérienne, l'essor dur durant la période néo-sumérienne marqua une phase de réorganisation politique et de renouveau culturel dans le sud de la Mésopotamie, après la chute de l'empire akkadien et la période de domination gutienne qui suivit. Cette phase, communément appelée renaissance néo-sumérienne,
débuta vers 2112 av. J.C. avec l'établissement de la troisième dynastie d'Ur, également connue sous le nom d'Ur III. Cette dynastie fut fondée par Ur-Nammu, souverain d'Ur, qui réussit à unifier plusieurs cités, États sumériennes, et à chasser les forces gutiennes restantes. Le règne d'Ur-Nammu inaugura un État centralisé, marqué par des réformes administratives et le développement des infrastructures. L'une de ses contributions les plus importantes fut la codification des lois, antérieure au plus célèbre code d'Hammurabi. Le code juridique d'Ur-Nammu établit des normes de justice traitant des questions liées à la propriété, au commerce et à la conduite personnelle. Ce système juridique primitif démontra l'importance persistante d'une gouvernance structurée dans les sociétés urbaines. Le système administratif d'Ur III s'appuyait sur un réseau de gouverneurs provinciaux, de scribes et de collecteurs d'impôts. L'État contrôlait la production agricole, l'organisation du travail, la distribution des ressources. Des projets d'irrigation à grande échelle et des installations de stockage de nourriture favorisaient la stabilité économique. L'économie reposait sur un modèle redistributif où les autorités centrales collectaient et redistribuaient les biens. Ce système s'appuyait sur une comptabilité détaillée réalisée en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Ces documents comprenaient des informations sur les affectations de main-d'œuvre, le bétail, les céréales, les textiles et les transactions commerciales. L'utilisation de poids et mesures standardisées facilitait la gestion efficace des activités économiques. Les souverains d'Ur III favorisèrent également d'importants projets de construction, notamment des temples, des bâtiments administratifs et des remparts. La ziggoura d'Ur, dédiée à la déesse de la lune Nana, est un exemple marquant de l'architecture néo-sumérienne. Elle témoignait de l'intégration des fonctions religieuses, politiques et économiques au sein de la cité. La religion continua de jouer un rôle essentiel dans la légitimation de l'autorité des rois, considérés comme des représentants des dieux. Les rois participaient à la construction des temples et aux offrandes rituelles pour renforcer leur lien avec la volonté divine. Le renouveau culturel de cette période s'accompagna de progrès dans les domaines de la littérature, de l'art et de l'éducation. La langue et les formes littéraires sumériennes furent standardisées et utilisées dans les contextes administratifs et universitaires. Les écoles de scribes, appelées Eduba, formaient les individus à l'écriture, aux mathématiques et aux procédures juridiques. Les compositions littéraires de cette période comprennent des hymnes, des proverbes, des mythes et des inscriptions royales qui documentaient les exploits des rois et l'organisation de l'État. La stabilité et la prospérité d'Ur III facilitèrent le commerce avec les régions voisines. Des marchandises telles que des métaux, du bois et des pierres précieuses étaient importées de régions lointaines, notamment d'Anatolie, d'Iran et du Golfe Persique. En contrepartie, Ur exportait des produits agricoles, des textiles et des produits manufacturés. Les contacts diplomatiques et les échanges commerciaux contribuèrent au maintien de relations pacifiques et à l'accès aux ressources vitales. La structure politique d'Ur III était fortement centralisée sous l'autorité du roi, qui nommait les fonctionnaires et menait des campagnes militaires si nécessaire. La capitale, Ur, devint un centre de pouvoir et d'administration. Cependant, la dynastie subit une pression croissante due aux dissensions internes et aux menaces extérieures. Au fil du temps, l'État perdit sa capacité à maintenir le contrôle de ses provinces. À la fin du règne d'Ibicin, dernier roi d'Ur III, l'empire fut affaibli par des difficultés économiques, des rébellions régionales et des raids de groupes tels que les Élamites et les Amorites. En 2004 av. J.C. La ville d'Ur fut prise par les forces élamites, marquant la fin de la troisième dynastie d'Ur. Malgré sa chute, la période néo-sumérienne exerça une influence durable sur la civilisation mésopotamienne. Les pratiques administratives, les systèmes juridiques et les réalisations culturelles d'Ur III furent adoptés et adaptés par les États ultérieurs. Cette période marqua l'épanouissement final de l'identité sumérienne avant l'essor de la domination akkadienne et amorite dans la région. Babylone émerge. Hammurabi et son code. L'émergence de Babylone comme centre politique et culturel majeur en Mésopotamie eut lieu au début du deuxième millénaire avant J.C., avec une importance particulière sous le règne d'Hammurabi. Il régna de 1792 à 1750 av. J.C. environ.
en tant que 6e roi de la première dynastie babylonienne. Avant son règne, Babylone était une modeste cité, État, entourée de puissances plus puissantes comme Larsa, Eshnouna et l'Assyrie. Hammurabi étendit progressivement son influence par des campagnes militaires, des alliances diplomatiques et une consolidation administrative efficace. Tout au long de son règne, il unifia une grande partie du sud et du centre de la Mésopotamie sous contrôle babylonien. Ses conquêtes comprenaient des villes comme Ur, Uruk, Isin et Larsa, ainsi que des territoires au nord. À la fin de son règne, Babylone était devenue la capitale d'un royaume tentaculaire dans la région. La réalisation la plus connue d'Hammurabi est la création d'un code juridique complet, aujourd'hui connu sous le nom de Code d'Hammurabi VII, ensemble de lois, était inscrit sur une grande stèle de pierre placée dans un lieu public pour en assurer la visibilité. Le code comprenait 282 lois couvrant de nombreux aspects de la vie, notamment les droits de propriété, le commerce, le travail, le droit de la famille et la justice pénale. Son objectif était d'établir des normes juridiques uniformes dans tout le royaume et de renforcer le rôle du roi comme source du droit et de la justice. Ces lois étaient rédigées en akkadien, en écriture cunéiforme, et adoptaient un format conditionnel décrivant des situations spécifiques et les sanctions correspondantes. Le Code d'Hammurabi est l'un des premiers exemples documentés de droit écrit, représentant une avancée majeure dans l'administration de la justice dans le monde antique. Il comprenait des dispositions différenciées selon les classes sociales, attribuant des peines distinctes selon le statut du coupable et de la victime. Par exemple, un crime commis contre un noble était plus sévèrement puni qu'un crime commis contre un roturier ou un esclave. Bien qu'il reflète la hiérarchie sociale de l'époque, il offrait également une structure juridique formalisée qui réduisait l'arbitraire et les vendettas personnels. Le code soulignait l'importance des preuves, des témoins et des procédures judiciaires dans la résolution des conflits. Au-delà de ces réformes juridiques, Hammurabi renforça également l'administration de l'État babylonien. Il nomma des fonctionnaires chargés de superviser les régions, de collecter les impôts, d'entretenir les systèmes d'irrigation et de garantir l'ordre public. Ces administrateurs étaient responsables devant le gouvernement central et étaient essentiels au maintien de la stabilité du royaume. Les institutions religieuses furent intégrées à la structure de l'État. Les temples, outre leurs fonctions spirituelles, jouèrent un rôle économique essentiel et bénéficièrent du soutien royal. Hammurabi se présenta comme un roi choisi par les dieux, en particulier Marduk, divinité protectrice de Babylone. L'élévation de Marduk, au rang de figure centrale parmi les dieux mésopotamiens, reflétait l'importance croissante de Babylone comme capitale politique et religieuse. Le culte de Marduk devint un élément essentiel de l'idéologie de l'État, légitimant ainsi le règne d'Hammurabi. Sous son règne, la culture babylonienne prospéra. L'écriture cunéiforme était largement utilisée dans les textes administratifs, juridiques et littéraires. Des écoles de scribes furent fondées pour former les fonctionnaires. L'économie reposait sur la production agricole, le commerce et l'artisanat. Le commerce à longue distance reliait Babylone à des régions comme le golfe Persique, le Levant et l'Anatolie, facilitant les échanges de biens et d'idées. Après la mort d'Hammurabi, ses successeurs eurent du mal à maintenir l'empire. Des facteurs internes et des pressions externes conduisirent au déclin de la puissance babylonienne au cours des décennies suivantes. Cependant, l'héritage d'Hammurabi perdura à travers son code juridique qui continua d'influencer les traditions juridiques de la Mésopotamie et du Proche-Orient. L'essor de Babylone sous Hammurabi fut un moment clé de l'histoire antique, marqué par une combinaison d'expansion militaire, de centralisation administrative et d'innovation juridique. Religion et mythes en Mésopotamie. En Mésopotamie, la religion et les mythes étaient au cœur de la vie quotidienne et du gouvernement, façonnant la vision du monde et les structures sociales des civilisations antiques de la région. Les Mésopotamiens pratiquaient une religion polythéiste, croyant en de nombreux dieux et déesses qui contrôlaient tous les aspects du monde naturel et de l'activité humaine. Chaque cité, État avait sa propre divinité protectrice, et des temples étaient construits pour abriter ces dieux. Parmi les divinités majeures figuraient An,
dieu des cieux, Enlil, dieu de l'air et de l'autorité, Enki, dieu de l'eau et de la sagesse, Ninursag, déesse de la fertilité, Utu, dieu du soleil, Nana, déesse de la lune, et Inanna, déesse de l'amour et de la guerre. Au fil du temps, Marduk, à l'origine un dieu local de Babylone, devint le chef du panthéon durant la période babylonienne, en raison de l'essor politique de la ville. La relation entre les humains et les dieux était hiérarchique et contractuelle. On croyait que les humains avaient été créés pour servir les dieux en entretenant des temples, en accomplissant des rituels et en offrant des offrandes. Les pratiques religieuses comprenaient des prières, des sacrifices, des rites de purification et des fêtes. Les temples étaient des centres religieux, administratifs et économiques, employant des prêtres, des scribes, des artisans et des ouvriers. Le clergé était chargé d'accomplir correctement les rituels et d'interpréter les signes divins qui influençaient les événements. La divination était essentielle à la prise de décision. Des techniques telles que l'examen des organes animaux, l'observation du ciel et l'interprétation des rêves étaient utilisées par les dirigeants et les citoyens pour solliciter l'aide des dieux. Les mythes expliquaient les origines du monde, le rôle des dieux et la nature de l'existence humaine. L'un des plus importants, Enuma Elish, raconte comment le monde a été formé à partir du chaos primordial lorsque Marduk a vaincu Tiamat, la déesse du chaos, et a créé l'univers à partir de son corps, établissant ainsi sa suprématie parmi les dieux. D'autres mythes explorent la vie, la mort et l'au-delà. La descente d'Inanna aux Enfers-Cils décrit le voyage de la déesse vers le royaume des morts et son retour éventuel, symbolisant les cycles de fertilité et de renouveau. L'épopée de Gilgamesh, texte littéraire et mythologique, abordait les limites du pouvoir humain, l'inéluctabilité de la mort et la quête de sens. Ces récits n'étaient pas de simples récits symboliques. Ils étaient étroitement liés aux rituels religieux et à la vie au temple. Les mythes ont été préservés en écriture cunéiforme et copiés par les scribes pendant des siècles. Ils servaient également à légitimer le pouvoir politique. Les rois se proclamaient souvent favorisés des dieux ou descendants d'eux pour renforcer leur autorité. Les inscriptions royales représentaient souvent les souverains comme des élus divins ou agissant au nom des dieux. Construire ou rénover des temples était une façon de témoigner sa dévotion et de réaffirmer son rôle d'intermédiaire entre le divin et l'humain. Les fêtes religieuses marquaient des dates importantes du calendrier et comprenaient des processions, des offrandes et des célébrations communautaires. Ces événements renforçaient la cohésion sociale et exprimaient la vénération collective envers les dieux. L'au-delà était conçu comme une existence obscure dans le monde souterrain où toutes les âmes se rendaient, quelles que soient leurs actions. Les pratiques funéraires variaient, mais incluaient généralement des provisions telles que de la nourriture, des boissons et des effets personnels pour le défunt. Les proches prenaient soin des tombes et accomplissaient des rituels pour assurer le bien-être du défunt. Au fil du temps, les croyances et pratiques religieuses ont évolué sous l'effet des changements politiques et des échanges culturels. Cependant, les éléments fondamentaux de la religion mésopotamienne, l'intégration du mythe, des rituels et de la vie au temple, sont restés constants, formant un système complexe qui a influencé les traditions ultérieures du Proche-Orient. Leur vision du monde religieux a façonné la littérature, l'art, la politique et les normes sociales, fournissant un cadre permettant au peuple de comprendre leur monde et la place qu'ils y occupaient. L'Empire assyrien, maître de la guerre. L'Empire assyrien était l'un des États les plus puissants et les plus militarisés de l'ancienne Mésopotamie, réputé pour son efficacité administrative, son organisation militaire et son expansion territoriale. Il s'est développé en Mésopotamie du Nord, avec son centre initial dans la ville d'Assur, située sur les rives du Tigre. Les premiers royaumes assyriens sont apparus vers le XXIe siècle av. J.C., mais l'Empire est plus communément associé à la période commençant au XIVe siècle av. J.C., et atteignant son apogée entre le IXe et le VIIe siècle av. J.C. Durant cette période, les Assyriens ont établi un État centralisé doté d'une armée professionnelle et d'une bureaucratie structurée. Le succès de l'armée assyrienne reposait sur des troupes disciplinées, des systèmes de commandement efficaces
et des innovations en matière de guerre de siège, d'ingénierie et de logistique. L'armée comprenait de l'infanterie, de la cavalerie, des chars et des archers, appuyés par des unités spécialisées telles que des sapeurs et des ingénieurs, capables de construire du matériel de siège et de percer des fortifications. Les Assyriens utilisaient des armes et des armures en fer, ce qui leur conférait un avantage sur les États voisins. Ils menaient régulièrement des campagnes militaires pour s'assurer des ressources, réprimer les révoltes et étendre leur contrôle territorial. Les régions conquises étaient intégrées à l'Empire par un système d'administration provinciale. Les gouverneurs nommés par le roi étaient chargés de collecter le tribut, de maintenir l'ordre et de faire respecter l'autorité impériale. Les Assyriens recouraient également à des déportations massives de population pour réduire la résistance et répartir la main-d'œuvre dans tout l'Empire. Ces mouvements contribuèrent à l'intégration de diverses cultures et assurèrent un approvisionnement en travailleurs qualifiés et en producteurs agricoles. L'État assyrien tenait des registres détaillés de ses activités, notamment des campagnes militaires, des projets de construction et de la collecte du tribut. Ces archives étaient conservées sur des tablettes d'argile en écriture cunéiforme. Les rois commandaient des inscriptions et des reliefs documentant leurs victoires et leurs exploits. Ceux-ci étaient souvent exposés dans les palais et les temples afin de renforcer l'autorité royale et la légitimité de la dynastie régnante. De grands rois assyriens tels que Tiglath-Pileser III, Sargon II, Sénachérib, Assaradon et Assurbanipal jouèrent un rôle important dans l'expansion et la consolidation de l'Empire. Ils menèrent des campagnes dans tout le Proche-Orient, s'étendant jusqu'en Égypte, au Levant, en Anatolie et dans l'ouest de l'Iran. Les capitales de l'Empire, telles que Kalou, Dur-Sharrukin et Niv, étaient des centres d'administration royale, de culture et de propagande. Ces villes s'enorgueillissaient de grands palais, de temples et de bibliothèques. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive était l'une des plus importantes collections de textes écrits du monde antique. Elle comprenait des ouvrages sur l'histoire, la religion, les sciences et la littérature, préservant ainsi le savoir de toute la Mésopotamie. Les souverains assyriens se présentaient comme des dirigeants nommés par Dieu, chargés de maintenir l'ordre et de faire respecter la justice. La religion jouait un rôle central dans l'idéologie de l'État, Assur étant la divinité principale et le symbole du pouvoir impérial. Les rituels religieux, la construction de temples et les offrandes servaient à légitimer le règne du roi et à s'assurer la faveur divine. Malgré sa puissance, l'Empire assyrien finit par être confronté à des défis internes et externes qui menèrent à son déclin. Des campagnes militaires répétées exercèrent une pression sur l'économie et la population. La résistance des peuples soumis, conjuguée aux conflits de succession et à l'instabilité interne, affaiblit le contrôle central. À la fin du 7e siècle avait Djécé, une coalition de Babyloniens et de Mèdes s'empara de Ninive, capitale assyrienne, et la détruisit en 612 av. Djécé, ce fut la fin de l'empire néo-assyrien. La chute de l'empire fut rapide et entraîna une redistribution du pouvoir dans la région. Malgré l'effondrement de la structure politique assyrienne, son influence se maintint dans les pratiques administratives et les stratégies militaires des États successeurs. Les Assyriens sont restés dans l'histoire pour le développement d'un système impérial centralisé, leur recours à la force militaire comme instrument de gouvernement et leur contribution à la culture et à la conservation des archives mésopotamiennes. L'héritage de l'Empire assyrien reflète la complexité du maintien du pouvoir sur un territoire vaste et diversifié, combinant guerre, administration et intégration culturelle. Les rois assyriens et la propagande du pouvoir. Les rois assyriens utilisaient la propagande comme un outil essentiel pour légitimer leur autorité, renforcer la loyauté et maintenir le contrôle sur un empire vaste et hétérogène. Cette propagande se déployait par des inscriptions, des reliefs, l'architecture, les rituels et la littérature d'État. Les souverains assyriens se présentaient comme des dirigeants choisis par les dieux, notamment Assur, divinité suprême du panthéon assyrien. Ils mettaient en avant leur victoire militaire, leur piété religieuse et leur efficacité administrative pour véhiculer une image de force, d'ordre et de légitimité divine.
Les inscriptions royales constituaient un moyen central d'expression du pouvoir. Gravées sur des stèles, les murs de palais et des tablettes d'argile, elles relataient les campagnes militaires, la soumission des ennemis, les constructions et les rituels accomplis. Leur langage formel et répétitif insistait sur la domination du roi, le châtiment des rebelles, la protection du peuple fidèle et la loyauté envers les dieux. Des souverains comme Tiglath-Pileser III, Sargon II, Sénachérib, Assaradon et Assurbanipal firent produire des inscriptions suivant des modèles récurrents afin de magnifier leur règne. Ces textes, placés dans les lieux publics et les palais, avaient pour but d'influencer l'opinion tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Empire. La propagande visuelle accompagnait ces messages écrits. Les palais assyriens étaient ornés de reliefs en pierre montrant en détail les batailles, les processions de tribus et les cérémonies royales. Ces images servaient à représenter symboliquement la puissance du roi, la discipline de l'armée et l'humiliation des ennemis vaincus. Elles soulignaient la richesse rapportée des campagnes et la gloire du souverain. Affichées dans les centres de pouvoir et les salles d'audience, ces représentations impressionnaient les visiteurs, dignitaires et sujets. Leur objectif n'était pas de documenter fidèlement les événements, mais de transmettre des messages politiques clairs et valorisants. L'architecture monumentale constituait un autre vecteur important de la propagande royale. La construction de palais, de temples, de remparts et de villes entières témoignait de la capacité du roi à mobiliser des ressources humaines et matérielles considérables. Des projets ambitieux comme la fondation de Dur-Sharukin par Sargon II ou l'expansion de Ninive sous Sénachérib démontraient le pouvoir royal et sa légitimité divine. Les rois se présentaient comme des bâtisseurs et des restaurateurs de l'ordre divin. Ces œuvres étaient accompagnées d'inscriptions commémoratives, de dépôts de fondations et de cérémonies religieuses soulignant leur signification idéologique. La dimension religieuse de la propagande royale était tout aussi essentielle. Les rois se montraient comme de fidèles serviteurs des dieux, accomplissant des rituels, finançant la construction de temples et offrant des sacrifices. Ils associaient leur victoire militaire à la faveur divine et justifiaient la brutalité envers les ennemis comme une mission sacrée. En incarnant l'ordre cosmique, les rois liaient leur autorité politique à une légitimité religieuse supérieure, renforçant leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. La formation des scribes et la compilation d'annales royales assuraient la préservation et la transmission de cette propagande. La célèbre bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive regroupait des textes officiels relatant les hauts faits du roi et transmettant la mémoire impériale. Ces archives servaient à construire un récit glorieux de l'histoire assyrienne pour les générations futures. La propagande assyrienne s'étendait également à la diplomatie. Lettres, traités et échanges de présents mettaient en scène le roi comme un souverain puissant et bienveillant. Les États vassaux étaient tenus de reconnaître cette suprématie par des tributs et des gestes symboliques. Lors des audiences, des rituels codifiés renforçaient la hiérarchie entre le roi et ses sujets. Le prestige du monarque était aussi maintenu à l'échelle internationale par des démonstrations de grandeur. En somme, les rois assyriens mirent en place un système de propagande élaboré, combinant textes, images, édifices et rituels. Ce système servait à centraliser le pouvoir, gouverner un empire diversifié et maintenir la cohésion face à l'instabilité politique. Il joua un rôle fondamental dans la construction de l'identité impériale assyrienne et l'exercice durable de l'autorité royale. La vie quotidienne en Assyrie et à Babylone tournait autour de l'agriculture, du commerce, de la famille et de la religion, reflétant les valeurs et les structures de ces anciennes civilisations mésopotamiennes. La majorité de la population vivait dans des villes, des bourgs ou des villages près des rivières, où l'irrigation soutenait l'agriculture. Les principales cultures étaient l'orge, le blé et les dattes, et l'élevage comprenait des moutons, des chèvres et des bovins. Les canaux d'irrigation étaient essentiels, et leur entretien était organisé par les temples ou les autorités de l'État. Les terres pouvaient être détenues par l'État, les temples, des particuliers ou louées. L'agriculture reposait sur la coopération collective, et le surplus était collecté sous forme d'impôts ou de tributs. Les centres urbains abritaient artisans, marchands et fonctionnaires. Ces derniers produisaient poteries, textiles, outils et bijoux, produits vendus localement ou échangés avec des régions lointaines. Le commerce,
locales et à longue distance, concernaient des marchandises telles que les céréales, la laine, les métaux et les articles de luxe. Des routes commerciales reliaient l'Assyrie et la Babylonie à l'Anatolie, au Levant, à l'Iran et au Golfe Persique. Les marchés étaient supervisés par des fonctionnaires chargés de contrôler les poids, les mesures et les transactions. Un système juridique réglementait la propriété, les contrats et les litiges, comme en témoignent de nombreux documents conservés. Le travail était organisé selon le sexe et la classe sociale. Les hommes travaillaient dans l'agriculture, la construction, le commerce, l'administration ou l'armée. Les femmes étaient responsables du foyer, des textiles, de la préparation des repas et de la maternité. Certaines étaient tisserandes, sages-femmes, vendeuses ou employées de temple. Le mariage était un contrat légal entre les familles, impliquant une dot, et le divorce exigeait des procédures formelles. Les familles étaient patriarcales, dirigées par l'aîné. L'héritage se transmettait de père en fils, même si certaines conditions permettaient aux femmes de conserver leurs droits de propriété. Les enfants étaient élevés pour aider aux tâches ménagères, puis pour apprendre un métier ou gérer des terres. L'éducation était principalement réservée aux enfants de l'élite. Les enfants qui fréquentaient les écoles de scribes apprenaient l'écriture cunéiforme, les mathématiques et les procédures juridiques et administratives. Les scribes jouaient un rôle essentiel dans la société, enregistrant les transactions économiques, les accords et les décrets royaux. L'alphabétisation était le privilège d'une petite classe instruite. La religion était une pratique quotidienne et communautaire. Les temples étaient des centres de culte, d'économie et d'organisation sociale. On offrait nourriture, encens et prières aux dieux pour obtenir protection et prospérité. Chaque ville avait sa divinité protectrice et des fêtes religieuses marquaient les événements civiques et saisonniers. L'astrologie et la divination servaient à interpréter les présages et à guider les décisions. Des prêtres influents accomplissaient des rituels et entretenaient les temples. Les tombeaux étaient entretenus par des offrandes en l'honneur des ancêtres. L'habitat variait selon la classe sociale et la richesse. Les familles aisées vivaient dans des maisons spacieuses avec plusieurs pièces et cours, tandis que les familles des classes populaires vivaient dans de petites structures avec peu de commodités. Les maisons étaient construites en briques de terre crue et contenaient des objets de première nécessité tels que des nattes, des poteries, des jarres et des tables basses. L'eau provenait de puits ou de rivières et la nourriture était préparée au feu de bois. Les travaux publics tels que les canaux, les murs et les rues étaient entretenus par les citoyens ou des travailleurs conscrits. L'État organisait le travail forcé la corvée et le service militaire comme un devoir civique. L'armée était fondamentale en Assyrie, où elle soutenait l'expansion et maintenait l'ordre. À Babylone, le service militaire était plus limité et lié à la propriété foncière. L'art et la littérature se reflétaient dans les reliefs, les inscriptions, les hymnes et les mythes. La musique et les contes étaient courants lors des cérémonies et des rassemblements sociaux. Les vêtements en lin ou en laine indiquaient le statut social. Les soins personnels comprenaient des huiles et des cosmétiques simples. La médecine associait remèdes pratiques et rituels religieux. Et les diagnostics, prescriptions et sorts étaient consignés sur des tablettes. Ainsi, la vie quotidienne était façonnée par l'agriculture, la structure sociale, la religion et l'administration de l'État, science et innovation en Mésopotamie. En Mésopotamie, la science et l'innovation sont apparues en réponse à des besoins pratiques liés à l'agriculture, à l'administration, à la construction, au commerce et à la religion. Les civilisations mésopotamiennes, telles que les civilisations sumériennes, akkadiennes, babyloniennes et assyriennes, ont généré un large éventail de connaissances qui ont contribué au développement et à l'organisation de la vie quotidienne. L'observation des modèles naturels et l'enregistrement systématique des données ont permis des progrès en astronomie, en mathématiques, en médecine et en ingénierie. Ces disciplines étaient liées au rôle des scribes et des prêtres, qui préservaient et appliquaient des connaissances spécialisées. L'astronomie mésopotamienne a débuté avec l'observation des corps célestes, utilisés pour établir des calendriers, guider les cycles agricoles et interpréter les présages. Les Mésopotamiens identifiaient les mouvements planétaires, les phases lunaires et les phénomènes solaires. Ils divisaient l'année en 12 mois selon les cycles lunaires et élaboraient un calendrier lunisolaire.
La position des étoiles et des planètes était consignée sur des tablettes et utilisée à des fins astrologiques pour prédire les événements. Les observations étaient effectuées depuis des ziggourats et les archives astronomiques étaient préservées de génération en génération. Les mathématiques mésopotamiennes comprenaient des systèmes de comptage, de mesure et de calcul. Ils utilisaient un système sexagésimal, base 60, qui facilitait les calculs avec fractions, multiplication et division. Ce système est toujours utilisé pour mesurer le temps et les angles. Les scribes utilisaient des tables mathématiques pour multiplier, trouver des racines carrées et calculer des inverses. La géométrie était appliquée à l'arpentage, à la construction et à la planification des systèmes d'irrigation. Ces méthodes étaient pratiques et utilisées dans le commerce, la fiscalité et la délimitation des propriétés. La médecine combinait connaissances empiriques et croyances spirituelles. Les textes médicaux décrivaient les symptômes, les diagnostics et les traitements à base de plantes, de minéraux et de méthodes physiques comme les bandages. Des sorts étaient également utilisés pour chasser les esprits pathogènes. Les médecins, souvent associés au temple, suivaient des procédures standardisées, conservées sur des tablettes d'argile. Ils soignaient les blessures, les infections et les troubles internes en s'appuyant sur l'observation et l'expérience accumulée. Bien que les causes ne fussent pas scientifiquement comprises, les traitements étaient systématiques. En ingénierie, les réalisations se sont concentrées sur la gestion de l'eau, le développement urbain et la construction. Des systèmes d'irrigation avec canaux, digues et réservoirs ont été conçus pour soutenir l'agriculture dans un environnement aride. Ces projets étaient entretenus par des ouvriers locaux sous la supervision de l'État. Les matériaux de construction comprenaient des briques crues, du roseau, du bois et de la pierre. Temples, palais et remparts ont été construits, témoignant d'une connaissance approfondie de l'architecture et de la gestion des ressources. L'urbanisme et les systèmes de drainage témoignaient d'une compréhension approfondie des infrastructures. L'écriture fut l'une des innovations les plus marquantes. L'écriture cunéiforme permit l'enregistrement des données administratives, des codes juridiques, de la littérature et des connaissances scientifiques. Elle était essentielle à la gestion de l'économie, à la préservation des textes religieux et à la transmission de l'éducation. Les scribes, formés dans des écoles spécialisées, jouèrent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'État. L'écriture se standardisa et divers matériaux, tels que l'argile, la pierre et le métal, furent utilisés pour les inscriptions. La mesure du temps était une autre réalisation remarquable. Ils divisaient la journée en heures et créaient des cadrans solaires et des horloges à houe pour mesurer le temps, facilitant ainsi les rituels religieux, les horaires de travail et les activités civiques. Le temps était appréhendé en lien avec les cycles célestes et le calendrier lunisolaire. Dans le domaine juridique et administratif, ils ont innové avec des contrats, des sceaux et des poids et mesures standardisées, facilitant les transactions économiques, les accords de propriété et l'application des réglementations. La documentation des procédures juridiques et commerciales reflétait une approche structurée de la gouvernance. En Mésopotamie, les connaissances scientifiques et techniques étaient cumulatives et transmises par l'éducation dans les temples et les archives officielles. Cet héritage a influencé les civilisations ultérieures, à l'intérieur comme à l'extérieur de la région. L'Empire néo-babylonien. L'essor d'une nouvelle puissance. L'Empire néo-babylonien émergea à la fin du 7e siècle AV. J.C., héritier des anciennes civilisations mésopotamiennes, marquant la réémergence de Babylone comme puissance dominante au Proche-Orient. Son essor coïncida avec le déclin de l'Empire assyrien, qui contrôlait la région depuis plus d'un siècle. L'effondrement de la Syrie laissa un vide politique qui permit à Babylone de reprendre le dessus. Nabopolassar, fondateur de l'Empire néo-babylonien, monta sur le trône en 626 av. J.C. On pense qu'il était d'origine chaldéenne, un groupe originaire du sud de la Mésopotamie. Il forma des alliances avec les Mèdes et d'autres puissances régionales, lançant une campagne victorieuse contre les Assyriens. La coalition s'empara et détruisit Ninive en 612 av. J.C., marquant la fin de la domination assyrienne. Au cours des années suivantes, Nabopolassar consolida le contrôle babylonien sur les anciens territoires assyriens. Son règne instaura une nouvelle dynastie qui dura jusqu'à la conquête perse en 539 av.
J.C. Le successeur de Nabopolassar, Nabuchodonosor II est le souverain le plus important de la période néo-babylonienne. Il régna de 605 à 562 av. J.C. et mena l'empire à son apogée territorial et culturel. Il mena des campagnes militaires au Levant, vainquit l'Égypte et soumit plusieurs royaumes, dont celui de Juda. Sa conquête de Jérusalem en 586 av. J.C. culmina par la destruction du premier temple et l'exil d'une partie de la population juive à Babylone. Ces événements consolidèrent la réputation de puissance militaire de l'Empire. Parallèlement, Nabuchodonosor entreprit de vastes travaux qui transformèrent Babylone en un centre urbain et culturel majeur. Il reconstruisit les remparts de la ville, agrandit les temples et ordonna des travaux monumentaux tels que la restauration de la Ziggoura d'Etemenanki, de la voie processionnelle et de la porte d'Ishtar. Ces travaux avaient des finalités religieuses, politiques et symboliques, renforçant le statut de Babylone et la légitimité du roi. L'État néo-babylonien était hautement centralisé, géré par une bureaucratie qui supervisait les terres, les impôts, le travail et les affaires religieuses. Des fonctionnaires provinciaux étaient nommés sous l'autorité du gouvernement central. L'agriculture, fondement de l'économie, reposait sur les systèmes d'irrigation et le travail organisé. Le commerce était florissant, avec des échanges entre la Mésopotamie, le golfe Persique, la Méditerranée orientale et les régions voisines. La religion jouait un rôle central dans la vie de l'Empire. Le culte de Marduk, principale divinité de Babylone, dominait la sphère religieuse. Les temples servaient de centres religieux, économiques et administratifs. Le roi était considéré comme le serviteur choisi par Marduk et participait à des rituels qui réaffirmaient son mandat divin. La fête du Nouvel An, ou Akitu, était un élément clé du calendrier religieux et symbolisait le renouveau du pouvoir royal. La vie culturelle était caractérisée par la continuité de l'écriture cunéiforme et la préservation des traditions savantes en astronomie, en mathématiques et en littérature. Les bibliothèques et archives templières abritaient des textes juridiques, des archives et des hymnes religieux. La formation des scribes assurait la transmission des connaissances des époques antérieures. Après la mort de Nabuchodonosor II, l'Empire connut un lent déclin en raison de l'instabilité interne et des menaces extérieures. Des règnes courts et des conflits de palais affaiblirent le pouvoir central. Le dernier roi, Nabonide, fut critiqué pour son retrait de Babylone et ses réformes religieuses. Il séjourna de longs séjours à Taïma, une ville du désert d'Arabie, négligeant les pratiques traditionnelles. Cela provoqua le mécontentement du clergé et de la population. En 539 av, J.C. Cyrus le Grand, roi de Perse, conquit Babylone sans rencontrer beaucoup de résistance. Il se présenta comme un libérateur et maintint de nombreuses structures existantes. Malgré sa courte existence, l'empire néo-babylonien a marqué l'histoire de la Mésopotamie. Il a revitalisé la culture babylonienne, consolidé le pouvoir régional et laissé un héritage durable de développement urbain et de réussite intellectuelle. Son influence a perduré sous la domination perse et dans la mémoire culturelle des civilisations ultérieures. Les jardins suspendus et la splendeur babylonienne. Les jardins suspendus de Babylone sont traditionnellement considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique et sont associés à la période de splendeur babylonienne, durant l'empire néo-babylonien. Bien que leur existence ne soit pas confirmée par des preuves archéologiques, les sources classiques les décrivent comme une remarquable prouesse architecturale et technique. On pense que les jardins ont été construits sous le règne de Nabuchodonosor II, qui régna de 605 à 562 av. J.C. Selon des historiens grecs ultérieurs, tels que Strabon et Philon de Byzance, les jardins présentaient une série de terrasses ascendantes plantées d'une grande variété d'arbres, d'arbustes et de vignes. Ces terrasses étaient censées être soutenues par des colonnes et des voûtes en pierre, ce qui permettait de maintenir le sol et l'eau à des niveaux élevés. L'eau d'irrigation aurait été puisée dans l'Euphrate grâce à un système sophistiqué, peu
être une pompe à chêne ou un autre dispositif mécanique, bien qu'aucune description précise de cette technologie ne subsiste dans les sources babyloniennes. Certains érudits ont suggéré que les jardins avaient été construits pour reproduire le paysage montagneux de la Médie, patrie de l'épouse de Nabuchodonosor, bien que cette motivation ne soit pas confirmée par les documents contemporains. Malgré l'absence de vestiges physiques, les jardins sont mentionnés dans la littérature et la tradition antique, contribuant à l'image de Babylone comme une ville riche, dotée d'un savoir-faire technique exceptionnel et d'une grande richesse culturelle. Babylone elle-même était un centre urbain majeur du Proche-Orient antique. Durant la période néo-babylonienne, elle fut agrandie et embellie sous la direction royale. La ville était dotée d'un réseau de rues, de canaux et de structures défensives. Elle présentait une architecture monumentale, notamment la ziggoura Etemenenki, dédiée au dieu Marduk et probablement inspirée de la tour de Babel biblique. La porte d'Ishtar, construite par Nabuchodonosor II, servait d'entrée majestueuse au centre-ville et était décorée de reliefs en briques vernissées représentant des animaux associés aux divinités babyloniennes. La voie processionnelle passait par la porte d'Ishtar et était utilisée lors des fêtes religieuses, notamment le Nouvel An, qui renforçait l'autorité du roi et son lien avec l'ordre divin. Les temples babyloniens étaient des centres de culte, d'administration et d'activité économique. Le complexe du temple des Agila, dédié à Marduk, jouait un rôle central dans la religion d'État et était soutenu par le personnel du temple, des artisans et des scribes. Les offrandes et les rituels accomplis au temple affirmaient la légitimité du pouvoir royal et maintenaient la perception de la faveur divine. La société babylonienne de cette époque comprenait une hiérarchie de fonctionnaires, de prêtres, de marchands, d'artisans et d'ouvriers. Le commerce et l'agriculture soutenaient l'économie urbaine, les marchandises étant échangées dans toute la Mésopotamie et au-delà. Les érudits babyloniens préservèrent les traditions astronomiques, mathématiques et littéraires, conservant le savoir en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile conservées dans les archives du temple. L'apparence de la ville et de ses institutions reflétait à la fois la continuité avec les traditions mésopotamiennes antérieures et les ambitions spécifiques des dirigeants néo-babyloniens. Si la réalité des jardins suspendus demeure incertaine, leur rôle symbolique dans le récit historique de Babylone a été significatif. Ils incarnent l'idée d'innovation technologique, de mécénat royal et de raffinement esthétique. L'association des jardins à la grandeur babylonienne a persisté dans les récits classiques et modernes, contribuant à l'héritage de la ville dans la mémoire historique. Bien qu'aucune référence définitive aux jardins n'ait été trouvée dans les inscriptions babyloniennes, leur représentation dans les textes anciens illustre la perception plus large de Babylone comme un lieu d'émerveillement et de progrès. Les réalisations architecturales, les institutions religieuses et l'activité intellectuelle de la ville confirment cette réputation. L'image des jardins suspendus, qu'elle soit réelle ou légendaire, reflète les aspirations culturelles et politiques de l'empire néo-babylonien et de ses dirigeants. Dans ce contexte, les jardins servent de représentation des réalisations plus vastes de la civilisation babylonienne à son apogée, soulignant l'intégration de l'ingénierie, de l'urbanisme et de l'autorité royale dans l'expression du pouvoir impérial. L'exil juif et la captivité babylonienne. L'exil juif et la captivité babylonienne font référence à une période de déplacement forcé et de bouleversement politique que connut le peuple de Juda au début du 7e siècle. J.C. Cet événement historique débuta lors de l'expansion de l'empire néo-babylonien sous le règne de Nabuchodonosor II. Suite au déclin de l'empire assyrien et à l'avènement de Babylone comme puissance dominante dans la région, Babylone chercha à asseoir son contrôle sur le Levant. Le royaume de Juda devint un état vassal sous l'autorité babylonienne, mais tenta d'affirmer son indépendance par des alliances avec des puissances rivales comme l'Égypte. En réponse à ces actions, Nabuchodonosor lança une série de campagnes militaires contre Juda. La première déportation eut lieu en 597 av. J.C. après la prise de Jérusalem par l'armée babylonienne. Le roi Joachim, des membres de la famille royale, des fonctionnaires, des artisans et des guerriers furent emmenés à Babylone.
Sédécias fut installé comme dirigeant fantoche, mais se rebella par la suite, ce qui déclencha une seconde campagne, plus destructrice. En 586 av. J.C., les Babyloniens revinrent, assiégèrent Jérusalem et détruisirent la ville, y compris le premier temple. De nombreux habitants furent tués ou exilés, et la structure politique de Juda fut démantelée. Cet événement marqua le début de la captivité babylonienne, au cours de laquelle une partie importante de l'élite et de la population juive fut réinstallée à Babylone et dans les régions avoisinantes de l'Empire. L'exil n'entraîna pas le dépeuplement total de Juda, une partie restant sur le territoire, mais il marqua un changement majeur dans la vie religieuse, sociale et culturelle de la communauté juive. Les captifs vivaient dans diverses colonies et continuaient leurs activités au sein de l'économie babylonienne. Certains occupaient peu être des postes administratifs, tandis que d'autres travaillaient dans l'agriculture, le commerce ou l'artisanat. Les documents administratifs babyloniens de cette période font référence à des noms et à des foyers juifs confirmant la présence de la population exilée. L'expérience de l'exil eut des conséquences importantes sur l'identité juive et le développement religieux. Sans temple, sans sacerdoce centralisé ni monarchie nationale, les exilés s'adaptèrent, privilégiant les rassemblements locaux, la prière et l'étude des textes sacrés. La préservation et la transmission des traditions écrites prirent de l'importance, contribuant à la compilation et à l'édition de certaines parties de la Bible hébraïque. Les thèmes du jugement, de l'espoir et de la restauration apparurent dans les écrits prophétiques produits pendant et après l'exil. Des prophètes tels que Jérémie, Ézéchiel et le second Isaïe abordèrent les causes de l'exil, le comportement du peuple et la promesse du retour ultime. Ces messages soutenaient le maintien de l'identité communautaire et proposaient des interprétations théologiques des événements historiques. L'exil dura jusqu'en 539 av. J.C. lorsque l'Empire perse, sous Cyrus le Grand, conquit Babylone. Cyrus promulgua un décret autorisant les populations exilées, dont les Juifs, à retourner dans leur terre d'origine et à reconstruire leur centre religieux. De nombreux Juifs choisirent de retourner en Juda. La reconstruction du temple de Jérusalem, connu sous le nom de Second Temple, marqua une étape clé dans la restauration de la vie religieuse. Cependant, tous les exilés ne revinrent pas, et une communauté juive diasporique subsista à Babylone et dans d'autres régions de l'Empire perse. La captivité babylonienne façonna la pensée religieuse juive, jetant les bases des développements ultérieurs du judaïsme. Elle renforça l'importance de la loi, de l'alliance et du culte, indépendamment d'un temple centralisé. Elle contribua également à la formation d'un culte communautaire basé sur la synagogue, qui devint un élément durable de la pratique juive. Le souvenir de l'exil resta central dans l'histoire juive, commémoré dans les textes liturgiques et reflété dans les traditions actuelles. Historiquement, la captivité babylonienne illustre l'impact de la politique impériale sur les petits États et les communautés. Elle représente un moment de transformation culturelle et d'adaptation sous domination étrangère. Cette expérience influença non seulement l'histoire juive, mais aussi les schémas plus larges d'organisation religieuse et sociale du Proche-Orient ancien. L'exil et le retour qui suivit jouèrent un rôle central dans le façonnement de la conscience religieuse et nationale du peuple juif. La chute de Babylone, Cyrus le Grand et les Perses. La chute de Babylone eut lieu en 539 av. J.C., lorsque la ville fut conquise par Cyrus le Grand, fondateur de l'empire perse achéménide. Cet événement marqua la fin de l'empire néo-babylonien et le début de la domination perse au Proche-Orient antique. La conquête de Babylone s'inscrivait dans une campagne plus vaste menée par Cyrus pour étendre son contrôle sur la Mésopotamie et les régions voisines. Avant la chute, Babylone était sous la domination du roi Nabonide, dont le règne fut marqué par des tensions religieuses et politiques. Nabonide passa de longues périodes loin de la capitale, déléguant son autorité à son fils Belshazzar. Ses politiques religieuses, notamment l'élévation du dieu lunaire Sin au-dessus de la divinité babylonienne traditionnelle Marduk, provoquèrent le mécontentement du clergé et de certains secteurs de la population.
Ces problèmes internes affaiblirent l'unité de l'État et pourraient avoir contribué à sa vulnérabilité. Cyrus avait déjà pris le contrôle de la Médie, de la Lydie et d'autres territoires avant de se tourner vers Babylone. La campagne contre Babylone fut relativement rapide. Selon les chroniques babyloniennes et les récits grecs ultérieurs, l'armée de Cyrus rencontra une résistance minimale. La bataille décisive eut lieu près de la ville d'Opis, où les forces perses vainquirent l'armée babylonienne. Suite à cette victoire, Cyrus se tourna vers le sud, en direction de Babylone. La ville capitula sans siège prolongé. Des sources babyloniennes rapportent que Cyrus entra pacifiquement dans la ville et fut bien accueilli par une partie de la population. Les prêtres de Marduk, mécontents de Nabonide, soutenaient le transfert de pouvoir. L'approche de Cyrus privilégiait la continuité religieuse et la tolérance. Il se présentait non pas comme un conquérant étranger, mais comme un souverain légitime choisi par les dieux, dont Marduk. Cette stratégie fut documentée dans le cylindre de Cyrus, une inscription qui présente Cyrus comme un restaurateur de l'ordre et de la liberté religieuse. Le texte précise que Cyrus autorisa les peuples exilés à retourner dans leurs terres et soutint la reconstruction des temples. L'un des résultats les plus notables de cette politique fut le retour de la population juive à Jérusalem et l'autorisation de reconstruire le temple, mettant fin à la captivité babylonienne. Après la conquête, Babylone devint un important centre administratif au sein de l'Empire perse. Ses institutions, ses scribes et ses infrastructures furent intégrés au système impérial. Les Perses conservèrent de nombreux éléments du gouvernement babylonien, notamment les fonctionnaires locaux et les pratiques religieuses, tout en introduisant de nouvelles structures alignées sur l'administration impériale perse. La ville demeura un centre commercial, culturel et intellectuel sous la domination perse. La chute de Babylone marqua une transition dans le pouvoir régional, mais n'entraîna ni destruction massive ni effondrement social. Au contraire, elle démontra l'efficacité de la conquête stratégique combinée à la conciliation diplomatique et religieuse. La politique de Cyrus contrasta avec les méthodes antérieures de contrôle impérial et créa un précédent pour les futurs dirigeants de l'Empire achéménide. L'importance de la chute de Babylone réside non seulement dans ses exploits militaires, mais aussi dans les innovations administratives et idéologiques qui suivirent. Le modèle de gouvernement de Cyrus privilégiait le respect des traditions locales et l'intégration de populations diverses au sein d'un État centralisé. Ce modèle contribua à la stabilité et à l'expansion à long terme de l'Empire perse. Cet événement eut également des répercussions durables sur la mémoire historique. La reddition pacifique de Babylone et la représentation de Cyrus comme un libérateur ont influencé les récits historiques et religieux ultérieurs. Dans les textes anciens comme dans les interprétations modernes, la chute de Babylone est souvent citée comme un exemple de transfert de pouvoir réussi et relativement pacifique. Malgré les périodes d'instabilité et de déclin qui ont suivi, Babylone est restée une cité importante sous la domination perse pendant des siècles. La chute de Babylone face à Cyrus le Grand représente un moment clé de l'histoire antique où stratégie militaire, pragmatisme politique et diplomatie religieuse se sont combinés pour transformer le paysage politique du Proche-Orient. Elle a marqué la fin de l'indépendance babylonienne et l'aube d'une nouvelle ère sous la domination perse. L'intégration de Babylone à l'Empire achéménide illustre l'approche adaptative de Cyrus et les principes fondateurs du système impérial qu'il a établi. Langue et héritage, akkadien, sumérien et au-delà, la langue a joué un rôle central dans l'administration, la culture et la continuité des anciennes civilisations mésopotamiennes. Deux langues majeures, le sumérien et l'akkadien, ont façonné la communication écrite et orale de la région et ont laissé un héritage durable dans le développement de la civilisation humaine. Le sumérien, la plus ancienne langue écrite connue, est originaire du sud de la Mésopotamie. C'était une langue isolée, sans parenté linguistique connue. Apparu à la fin du 4e millénaire avant JC, il était initialement utilisé dans des contextes économiques et administratifs. L'écriture sumérienne a évolué vers l'écriture cunéiforme, caractérisée par des empreintes en forme de coins réalisées sur des tablettes d'argile à l'aide d'un stylet.
Au fil du temps, ce système s'est complexifié et adapté à des besoins divers. À mesure que la société sumérienne s'organisa, l'usage de l'écriture s'étendit aux textes juridiques, religieux, littéraires et éducatifs. Bien que le sumérien cessa d'être parlé comme langue maternelle vers la fin du 3e millénaire avant JC, il demeura une langue écrite et savante pendant des siècles, notamment dans les textes religieux et administratifs. L'akkadien, langue sémitique, a progressivement remplacé le sumérien comme langue parlée. Il a pris de l'importance sous l'Empire akkadien, sous le règne de Sargon le Grand, au 24e siècle av. J.C. Bien qu'il utilisât l'écriture cunéiforme, il l'adapta à sa structure grammaticale. L'akkadien devint la langue prédominante dans l'administration, le commerce, la diplomatie et la littérature mésopotamienne. L'akkadien s'est diversifié en plusieurs dialectes, dont le vieil akkadien, le babylonien et l'assyrien. Durant les 2e et hier millénaires avant JC, le babylonien et l'assyrien dominaient comme principales variantes linguistiques. Ces dialectes étaient largement utilisés dans les inscriptions royales, les codes juridiques, les textes scientifiques et la correspondance officielle. L'akkadien a transcendé la Mésopotamie et est devenu une langue véhiculaire au Proche-Orient. Un exemple notable de son utilisation internationale est celui des lettres d'Amarna, recueil de correspondances diplomatiques en akkadien entre l'Égypte et plusieurs royaumes voisins. L'usage persistant de l'akkadien dans l'éducation et l'administration souligne son importance pour le maintien de la continuité bureaucratique et de l'identité culturelle de la région. Au 1er millénaire avant JC, l'araméen commença à supplanter l'akkadien comme langue parlée. Plus adaptable et doté d'un système alphabétique plus simple que le cunéiforme, l'araméen devint la langue courante sous les empires néo-assyriens et néo-babyloniens. Bien que l'akkadien continua d'être utilisé dans les contextes académiques et religieux, son usage quotidien déclina. À l'époque de la domination perse, l'araméen avait presque entièrement remplacé l'akkadien. Malgré ces changements, l'héritage du sumérien et de l'akkadien a perduré. Des milliers de tablettes cunéiformes ont été retrouvées lors de fouilles archéologiques, offrant un aperçu approfondi de la pensée, de l'économie, de l'administration et des croyances de l'ancienne Mésopotamie. La préservation de textes dans les 2 langues a permis aux chercheurs modernes de reconstituer des aspects de la vie quotidienne, des systèmes juridiques et des pratiques religieuses de cette époque. La littérature sumérienne, composée d'hymnes, de proverbes et d'épopées, a exercé une influence considérable sur les traditions écrites ultérieures. Des textes akkadiens, comme l'épopée de Gilgamesh, sont devenus des piliers de la littérature mésopotamienne et des modèles pour les générations futures. L'influence de ces langues a perduré bien au-delà de leur utilisation active. Les éléments culturels transmis par la langue et l'écriture ont contribué au développement des civilisations ultérieures du Proche-Orient. Des concepts tels que le droit, la royauté, la cosmologie et les pratiques administratives ont été préservés dans les textes et ont continué d'être étudiés pendant des siècles. Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme au XIXe siècle a été essentiel à la compréhension de ces civilisations. Cette avancée a donné accès à un vaste éventail de sources historiques et a enrichi l'étude de l'histoire, de la linguistique et de la littérature ancienne. Bien que ces langues ne soient plus parlées, le sumérien et l'akkadien continuent d'être étudiés pour leur valeur historique et culturelle. Leur héritage écrit constitue l'une des sources les plus complètes du monde antique, et leur développement marque un chapitre important de l'histoire de la communication humaine et de la transmission du savoir. Archéologie et redécouverte de la Mésopotamie. L'archéologie et la redécouverte de la Mésopotamie débutèrent au XIXe siècle et marquèrent un tournant majeur dans l'étude de l'histoire ancienne. Avant cette période, la connaissance des civilisations mésopotamiennes se limitait à des références bibliques, des sources classiques et des inscriptions éparses. La région était pratiquement abandonnée et nombre de ces cités antiques étaient ensevelies sous des tumulus appelés racontes, composés de couches d'occupation humaine. Ces monticules ont attiré explorateurs, antiquaires et érudits désireux de découvrir les origines de la civilisation. Les fouilles débutèrent au milieu du XIXe siècle, menées par des équipes européennes et financées par des musées et des institutions universitaires. L'un des sites les plus importants était Ninive, dans l'actuel Irak. L'archéologue britannique Austen Henry Layard y effectua des fouilles dans les années 1840
mettant au jour des vestiges de palais, de temples et de bibliothèques. Parmi ces découvertes les plus remarquables figure la bibliothèque d'Ashurbanipal, qui contenait des milliers de tablettes d'argile en écriture cunéiforme. Ces tablettes offraient un accès direct à la littérature, au droit, aux sciences et aux archives administratives mésopotamiennes. Parmi les autres sites importants figuraient Babylone, Ur, Uruk, Nimrud et Nippur. Des monuments architecturaux, des objets religieux, des inscriptions et des objets du quotidien y ont été découverts. Ces découvertes ont révélé une société complexe qui avait développé des systèmes d'écriture, de droit, de gouvernement et de religion. La découverte de l'écriture cunéiforme a permis aux chercheurs d'entamer son déchiffrement. Ce travail a été mené par des spécialistes comme Henry Rawlinson, qui a utilisé des inscriptions comme celle de Behistun pour comprendre la structure des langues akkadiennes et sumériennes. Ce déchiffrement a ouvert de nouvelles sources d'informations et permis la traduction de codes juridiques, de mythes, de documents historiques et de documents économiques. Avec l'évolution des méthodes archéologiques, les fouilles sont devenues plus systématiques et scientifiques. La stratigraphie, l'analyse de la céramique et l'interprétation contextuelle ont amélioré la précision de la datation et de la compréhension des vestiges. Dans les années 1920, Leonard Woolley a dirigé des fouilles à Ur, où il a découvert des tombes royales contenant du mobilier funéraire, des bijoux en or, des instruments de musique et des statues. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre les pratiques funéraires, la hiérarchie sociale et la culture matérielle. Les fouilles de Nippur se sont concentrées sur les archives du temple, mettant au jour des milliers de tablettes documentant l'administration foncière, la fiscalité et l'organisation du travail. De plus, l'analyse des séquences de souverains et de dynasties dans les inscriptions et les tablettes a permis d'établir des chronologies historiques reliant les couches archéologiques à des événements spécifiques. La redécouverte de la Mésopotamie a remis en question les idées reçues sur le développement de la civilisation. Elle a démontré que la vie urbaine, l'écriture et l'organisation étatique existaient déjà en Mésopotamie méridionale au 80e millénaire avant J.C. Les preuves matérielles et textuelles ont mis en évidence le rôle des Sumériens, des Akkadiens, des Babyloniens et des Assyriens comme piliers du développement humain. Cette étude a également influencé les récits historiques en reconnaissant les contributions des civilisations non classiques. Cependant, les conflits politiques et l'instabilité régionale ont affecté l'accès aux sites et leur préservation, certains étant pillés, abandonnés ou détruits. Malgré ces difficultés, des équipes internationales poursuivent leurs recherches, souvent en collaboration avec les autorités locales. Les technologies numériques ont amélioré la documentation, la préservation et la diffusion des découvertes. Des outils tels que la télédétection, la modélisation 3D et les bases de données en ligne permettent d'étudier les sites sans procéder à des fouilles approfondies. Cette approche a élargi le champ des connaissances archéologiques et permis de nouvelles formes d'analyse. L'héritage de l'archéologie mésopotamienne transcende le monde universitaire. Des artefacts mésopotamiens sont exposés dans des musées du monde entier, et les textes traduits font partie intégrante du discours culturel et éducatif. La redécouverte de la Mésopotamie a enrichi la compréhension des origines des villes, du droit, de l'écriture et de la gouvernance. Les travaux archéologiques en cours continuent d'approfondir ces connaissances, d'affiner les interprétations et de découvrir de nouvelles preuves. Ainsi, l'étude de la Mésopotamie représente un effort global et cumulatif pour comprendre le passé humain à travers ses vestiges matériels. L'héritage durable de la Mésopotamie dans l'histoire du monde se définit par ses contributions fondamentales au développement de la civilisation humaine. Située entre le Tigre et l'Euphrate, cette région abrita les premières sociétés urbaines connues. Son influence est manifeste dans des domaines tels que l'écriture, le droit, l'administration, les mathématiques, l'astronomie, l'architecture et la pensée religieuse. L'une des contributions les plus importantes fut l'invention de l'écriture à la fin du 4e millénaire avant J.C. Les Sumériens développèrent l'écriture cunéiforme pour consigner les transactions économiques, les accords juridiques et les informations administratives. Ce système permit la préservation et la transmission du savoir, favorisant l'expansion d'institutions complexes.
Les documents écrits facilitèrent l'organisation étatique et le commerce à longue distance. Au fil du temps, l'écriture cunéiforme donna naissance à une riche tradition littéraire comprenant des mythes, des hymnes, des proverbes et des récits historiques. L'épopée de Gilgamesh, l'une des œuvres littéraires les plus anciennes connues, en est un exemple majeur. Les traditions juridiques mésopotamiennes ont profondément influencé le développement du droit. Le code d'Hammurabi, promulgué au XVIIIe siècle av. J.C., sous le règne du roi babylonien Hammurabi, constitue l'une des plus anciennes compilations juridiques conservées. Ce code introduisit des concepts comme la présomption d'innocence et la proportionnalité des peines, abordant des questions civiles, pénales et commerciales. Sa structure reflétait la complexité de la vie urbaine, et son insistance sur la justice a eu une influence durable sur les systèmes juridiques postérieurs. Sur le plan administratif, la Mésopotamie fut pionnière dans le développement d'une bureaucratie organisée. Les rois nommaient des fonctionnaires pour superviser les provinces, collecter les impôts et appliquer les politiques de l'État. Les temples et les palais servaient de centres administratifs autant que religieux. L'écriture jouait un rôle essentiel dans la gestion étatique, et les scribes étaient indispensables à la tenue des registres, à la supervision économique et à la planification, soulignant l'importance de l'alphabétisation et de l'éducation. En mathématiques et en astronomie, les Mésopotamiens réalisèrent des avancées remarquables. Ils utilisèrent un système numérique sexagésimal, base 60, qui influence encore notre façon de mesurer le temps et les angles. Ils observaient les phénomènes célestes, créaient des calendriers et prédisaient les mouvements des astres. Ces connaissances, liées aux besoins agricoles et religieux, permettaient de planifier les récoltes, les fêtes et les fonctions administratives. Leur compréhension des cycles naturels fut essentielle à leur organisation et à leur vision du monde. L'architecture mésopotamienne a laissé un héritage visible avec ses ziggourats, temples à gradins construits en briques d'adobe, symbolisant le pouvoir religieux et politique. Les villes étaient planifiées avec des murs, des rues, des canaux et des systèmes de drainage, reflétant une approche structurée de l'urbanisme. Ces travaux publics démontrent une capacité exceptionnelle à mobiliser la main-d'œuvre et gérer les ressources de manière centralisée. La religion joua un rôle central dans la culture mésopotamienne. Le panthéon comprenait des dieux liés aux éléments naturels et aux fonctions sociales. Les pratiques religieuses rituelles, offrandes, croyances en l'au-delà façonnèrent la spiritualité régionale. Des concepts tels que la royauté divine et les mythes cosmogoniques influencèrent les croyances ultérieures. La diffusion culturelle contribua à transmettre ces idées à d'autres civilisations par les échanges et contacts régionaux. L'histoire politique de la Mésopotamie influença l'évolution des structures impériales. L'empire akkadien, fondé par Sargon d'Akkad, fut l'un des premiers à unifier un vaste territoire sous un seul pouvoir. Les empires suivants, tels que les Assyriens et les Babyloniens, reprirent et enrichirent ce modèle. Ils développèrent des systèmes militaires, administratifs et idéologiques qui inspirèrent les structures impériales futures. L'usage d'inscriptions, de récits royaux et d'édifices monumentaux pour légitimer le pouvoir devint une norme. Même après son déclin, l'influence mésopotamienne persista grâce à la transmission de ces textes, conservés par les cultures ultérieures. Les idées de Mésopotamie se retrouvent dans la littérature biblique, la philosophie grecque et les savoirs islamiques. Les fouilles archéologiques menées depuis le XIXe siècle ont révélé l'étendue de ses accomplissements et confirmé son rôle fondamental dans l'émergence des premières civilisations.